L'illusion rompue, le dîner à la lumière. Mon nom est Claire, j'ai 41 ans. Et je suis maîtresse de conférences en gestion et administration à l'Université de Lyon. Mon mari, Laurent, et moi étions ensemble depuis 10 septembre an. Pour les autres, nous formions le couple parfait. Une maison confortable dans la banlieue chic, 2 carrières stables, des vacances annuelles programmées comme une horloge. Mais cette surface brillante se fissurait depuis longtemps. Simplement, je refusais de le voir. Ce soir-là, Laurent était sous la douche. Le bruit de l'eau résonnait dans la salle de bain, servant de fond sonore à autre chose. Un petit ping provenant de son téléphone, négligemment laissé sur la table de chevet. Je n'avais jamais été du genre à vérifier le téléphone de mon mari. La confiance était une valeur que j'avais toujours protégée. Pourtant, mon intuition, cet instinct vague auquel on ne croit que lorsque la douleur est suffisamment profonde, me tira de mon fauteuil. L'écran s'alluma. La notification était glaciale dans sa simplicité. Table pour deux confirmée à la lumière vendredi à 19h30. Table près de la fenêtre comme demandé. Elle adore ça. Je restais figé. La lumière était l'un des restaurants les plus chers de Lyon. Nous avions rêvé d'y aller pour nos 10 ans de mariage, mais avions annulé à cause d'un de ces voyages d'affaires. Je n'y avais jamais mis les pieds, et pourtant, Laurent y organisait maintenant une soirée romantique pour quelqu'un d'autre. Je n'avais pas l'intention de déverrouiller le téléphone. Mais ma main agit avant que mon esprit ne puisse l'arrêter. Le code était toujours notre date de mariage. 4 simples chiffres. Aussi simple que je croyais autrefois le mariage, ce que je découvris était un monde entièrement différent. D'âmes messages, des photos, des notes, même des conversations complètes s'étalant sur près d'un an avec une femme nommée Sophie. Une jeune blonde qui travaillait au service communication du cabinet d'avocats dont Laurent était associé. Ils se parlaient quotidiennement. Non toutes les heures, des petites choses les plus intimes. Du café du matin à la robe qu'elle portait le soir. Dame photo d'un voyage de 2 jours à Bordeaux. Sophie blottie dans les bras de Laurent. Son sourire si éclatant que je reconnaissais à peine l'homme qui se tenait autrefois à mes côtés. Je me souviens encore de la sensation, l'air s'était évaporé de la pièce, remplacé par un sifflement métallique et perçant dans mes oreilles. Je voulais jeter le téléphone à travers la pièce, hurler, mais je restais là, les jointures blanches, le cœur battant à tout rompre. « Tu as vu ma cravate bleue ?» cria Laurent depuis la salle de bain, avec un ton désinvolte, comme si tout allait bien, comme s'il ne venait pas d'incendier notre mariage pour une réservation de dîner. Je replaçai le téléphone exactement où il était, enfouissant l'éruption en moi. « Deuxième tiroir, répondis-je, ma voix plate et froide. Cette nuit-là, je m'allongeai à côté de lui, le dos tourné à Laurent, écoutant sa respiration régulière tandis que mon corps restait tendu comme un arc. Combien de fois m'étais-je dit que sa distance n'était que le stress du travail? Combien de fois avais-je fait semblant de ne pas remarquer qu'il évitait mon regard, qu'il trouvait des excuses pour rentrer tard, portant un parfum inconnu et des chemises étrangement froissées? Maintenant, je savais. Chaque soupçon, chaque pressentiment avait été juste, et je n'étais plus l'épouse aveugle. Le lendemain matin, je l'embrassai toujours pour lui dire au revoir, comme d'habitude. Bonne chance avec les clients japonais ce matin. Dis-je, et Laurent hocha la tête, ignorant complètement que j'avais déjà vu ses plans de dîner aux chandelles avec Sophie pour vendredi soir. Une fois la porte fermée derrière lui, je pris mon téléphone et appelai les ressources humaines de l'université. Je demandais 3 jours de congé. J'avais besoin de temps, non pas pour pleurer, mais pour me préparer. J'avais passé 10 septembre ans à être l'épouse parfaite. Mais maintenant, j'allais devenir quelqu'un d'autre. Je m'assis à la table de la cuisine, fixant ma tasse de café refroidi, me sentant vide. En moins de 12 heures, le monde auquel j'avais fait confiance s'était effondré. Mais au lieu de m'effondrer, autre chose commença à prendre forme en moi, nette, calme et terriblement claire. Je ne voulais pas d'une scène de ménage hurlante. Je ne voulais pas être la femme qui brise des assiettes et crie dans la cuisine, seulement pour recevoir de la pitié et un autre je suis désolée. Robotique. Non. Si Laurent voulait une soirée spéciale avec Sophie, il l'aurait. Mais pas de la manière dont il l'imaginait. Je retournai sur la boîte mail de Laurent. Son calendrier était méticuleux, comme s'il n'avait jamais imaginé que quelqu'un le trouverait. 19h30. Vendredi.
Réservation à la lumière. Note précisant clairement table-fenêtre. Éclairage doux. Vin arrangé à l'avance. Une soirée parfaite pour deux personnes n'ayant rien à cacher, à part leur conjoint. Je cherchais le nom de Sophie dans l'annuaire des employés de son cabinet Sophie Vidal, communication interne. Il me fallut moins de 5 minutes pour trouver ses réseaux sociaux. Puis, un clic de plus, Étienne Vidal, le mari de Sophie. Architecte exécutif dans un grand cabinet de design du centre de Lyon. Il avait un sourire chaleureux et des yeux bienveillants. Je ne connaissais pas Étienne, mais je savais ce qu'était la trahison, et je pensais qu'il devrait savoir lui aussi. Bien sûr, je ne pouvais pas simplement appeler un étranger pour lui dire « Votre femme vous trompe avec mon mari ». J'avais besoin d'une approche différente, subtile, crédible et efficace. En tant que maîtresse de conférences, j'avais un privilège spécial, inviter des conférenciers pour nos séminaires. J'ai donc rédigé l'email parfait, formel, concis et totalement professionnel. Cher Monsieur Étienne Vidal, mon nom est Claire Delaroche et j'enseigne actuellement la gestion de projet à l'Université de Lyon Métropole. Nous organisons une série de conférences sur le design urbain durable et nous sommes tombés sur votre récent travail sur le quartier de la Confluence. Si cela vous intéresse, j'aimerais discuter de la possibilité de vous inviter en tant que conférencier. J'ai prévu un dîner ce vendredi à la Lumière, à 19h30, pour discuter des détails. Ce serait un honneur de vous y rencontrer. Cordialement, Claire Delaroche. J'appuyai sur envoyer. Moins de 2 heures plus tard, Étienne répondit « Merci, Madame Delaroche. Je suis très intéressé par cette opportunité. Vendredi à 19h30 à la Lumière fonctionne parfaitement. Au plaisir de vous rencontrer. » Je relus cette ligne encore et encore, le cœur battant d'un étrange mélange de nervosité et de tristesse. Il ne le savait pas encore, mais il le saurait. Non par la colère, mais par la clarté de la vérité. L'étape la plus difficile vint ensuite, réserver ma table. J'appelai la Lumière directement. « Bonsoir, » répondit l'hôtesse. « Il nous reste quelques tables pour vendredi. Avez-vous une préférence ? Une table pour deux près de la fenêtre si possible. » dis-je calmement. « Et s'il y en a une disponible près de la réservation au nom de Hamilton et Vidal, nous sommes des partenaires potentiels et aimerions être à proximité. » Une demi-vérité. Et cela fonctionna. « Certainement, madame, je vous placerai près d'eux. » Dame demande spéciale pour le vin ou le menu ? Juste une bonne vue. Répondis-je avec un petit sourire qu'elle ne pouvait pas voir. Vendredi soir, Étienne et moi serions assis à quelques pas de Laurent et Sophie. Assez près pour voir chaque expression, chaque mouvement, assez près pour briser l'illusion qu'ils avaient construite dans l'ombre. Je raccrochai et restai immobile un long moment. Tout était prêt. Pas de cris, pas d'accusation, juste une révélation silencieuse, dévastatrice, parfaitement synchronisée. Laurent avait toujours pensé que j'étais douce. Il avait tort. Et vendredi soir allait le prouver. J'arrivai à la Lumière 20 minutes en avance, vêtue d'une robe de soie bleu sarcelle que Laurent avait jadis jugée trop voyante pour un dîner. Mes cheveux étaient relevés à un chignon souple, mon maquillage subtil, et je portais des talons champagne que je n'avais jamais sortis de leur boîte jusqu'à présent. Je ne m'habillais pas pour impressionner qui que ce soit. Je m'habillais pour la bataille. Et le champ de bataille de ce soir était un restaurant 5 étoiles éclairé aux chandelles, bercé par les douces mélodies d'un violon et le scintillement des verres en cristal. Le serveur me conduisit à la table réservée, un endroit parfait. De là, je pouvais voir la table près de la fenêtre, celle où Laurent et Sophie allaient s'asseoir. Ils n'étaient pas encore arrivés. Je m'assis et commandai un martini, ma poitrine se serrant. Malgré toute ma préparation, le moment de la confrontation me rendait encore difficile de respirer. Non par peur, mais parce que j'allais enfin faire face à une vérité que j'avais évitée pendant plus d'1 an. Claire Delaroche. Une voix grave et chaleureuse m'interpella derrière moi. Je me retournai. Étienne Vidal se tenait là, grand, vêtu d'une chemise sombre, arborant un sourire poli. Il ressemblait exactement à ses photos en ligne. Bien que ses yeux fussent un peu plus fatigués, peut-être par le travail. Ou peut-être parce qu'il ne savait pas encore. « Je suis vraiment ravi que vous soyez venu. » dis-je, me levant pour lui serrer la main. « Merci d'avoir accepté dans un délai aussi court. Le plaisir est pour moi. »
Le sujet que vous avez soulevé m'a beaucoup intrigué, répondit-il en prenant place en face de moi. Nous commençâmes par des banalités sur l'urbanisme, l'éducation et le rôle de l'architecture durable. J'écoutais, hochais la tête, posais des questions, mais mes yeux ne cessaient de dériver vers l'entrée. Puis ils arrivèrent. Laurent portait le blazer gris que je lui avais offert pour son anniversaire l'année dernière. Sophie, dans une robe rouge moulante, marchait avec confiance, comme si le monde tournait autour d'elle. Lorsque Laurent tira sa chaise, ils rirent ensemble, comme s'ils jouaient dans leur propre film romantique. Loin du monde réel. Je serrais plus fort mon verre et gardais un ton stable tandis que je continuais de parler avec Étienne. Il était trop gentil pour remarquer que je contenais une tempête. Je regardais Laurent se pencher pour verser du vin, sa main effleurant le poignet de Sophie. Elle sourit et inclina la tête, la lumière des bougies se reflétant sur ses boucles d'oreilles scintillantes. Alors que je me tournais pour prendre ma serviette, mes yeux croisèrent ceux de Laurent. Il se figea. Son verre de vin faillit glisser si le serveur ne l'avait pas rattrapé à temps. Sophie suivit son regard et me vit. Avant qu'il ne puisse réagir, je me tournai vers Étienne. « Excusez-moi un instant, dis-je doucement. J'ai besoin d'aller aux toilettes. » Sur le chemin, je planifiais chaque pas. Je ne voulais pas d'une gifle dramatique comme dans un téléfilm. Je voulais la vérité, brute, froide et indéniable. En sortant de la zone des toilettes, je tombai sur Sophie. Elle se figea, les yeux écarquillés. « Vous êtes Claire, n'est-ce pas ?» Sa voix était à peine un murmure. J'hochai la tête. « Et vous êtes celle qui tient la main de mon mari sous la table, tandis que votre mari est assis à moins de 10 pas. » Son visage devint pâle, ses lèvres tremblantes. « S'il vous plaît, pas ici. »« Pourquoi pas ?» J'inclinai la tête, gardant mon ton calme. « N'est-ce pas l'endroit idéal ? Bougies, vin, musique douce. Tout est prêt pour une performance parfaite. Je ne m'arrêterai pas. Je ne veux pas d'excuses, mais Étienne mérite de savoir, n'est-ce pas ? » Je jetai un coup d'œil vers ma table où Étienne regardait autour de lui avec inquiétude. Il mérite de savoir avec qui sa femme dîne réellement. Sophie fit volte-face comme pour s'enfuir, mais Laurent était déjà derrière elle, le visage blanc. « Claire, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je le regardai, puis interpellé. « Étienne, peux-tu venir ici une seconde ?» Étienne s'approcha, les yeux fixés sur nous. « Que se passe-t-il ?» Je le regardai dans les yeux. « Étienne, voici mon mari, Laurent. Et je crois que vous reconnaissez Sophie, votre femme. » Le restaurant entier sembla se figer dans cet instant à couper le souffle. Sophie se couvrit la bouche, des larmes montant aux yeux. Laurent recula. Étienne se tourna vers sa femme, la douleur inscrite sur tout son visage. Je fis volte-face et m'éloignai, les laissant dans le chaos. Mais avant de partir, j'ajoutai calmement tôt, « Et ne vous inquiétez pas. Le dîner est toujours d'actualité, Laurent. » Sa carte de société semble être assez familière à Madame Vidal. Je sortis la tête haute, laissant derrière moi des verres pleins, des excuses inexprimées et 2 personnes infidèles noyées dans une vérité qu'elles ne pouvaient plus fuir. Lorsque je revins à ma table après cette brève confrontation, Étienne se tenait toujours là, fixant Sophie, qui tremblait dans les bras de Laurent. Ils étaient tous 2 pâles, comme s'ils avaient été arrachés à un beau rêve et jetés dans une réalité brutale. Je fis signe au serveur. « S'il vous plaît, » dis-je doucement mais fermement. « J'ai besoin d'une salle privée et, si possible, fusionner notre table avec celle de Monsieur Laurent Delaroche. Il me semble que nous avons quelques éclaircissements à apporter. » Le serveur marqua une pause, puis hocha la tête. « Je m'en occupe immédiatement, madame. » En 5 minutes, nous fûmes conduits dans une salle privée discrète. Éclairage doux, table dressée pour 4. Je m'assis la première, Étienne à mes côtés. Laurent et Sophie s'assirent en face, raides comme des étudiants pris en flagrant délit de tricherie à leur examen final. Personne ne parlait. Aucun bruit de chaises raclant. Pas de cliquetis d'argenterie. Juste la musique lointaine et une respiration lourde flottant dans l'air. Laurent rompit le silence. « Claire, je ne sais même pas par où commencer. Commence il y a 3 jours. » dis-je, versant de l'eau dans mon verre. « Quand tu as reçu la confirmation de réservation et que j'ai vu l'écran. » C'est à ce moment-là que j'ai su. Ils se figèrent tous les 2. Sophie baissa les yeux.
Laurent ouvrit la bouche pour parler, mais je levai la main. Tu n'as pas besoin d'un monologue. J'ai lu chaque message, Laurent. Chaque mot, chaque photo, chaque voyage secret à Bordeaux. N'essaie pas d'imaginer ce que ça fait de lire ça. Je me souviens exactement de ce que j'ai ressenti. Sophie murmura « Je suis désolée. » Je me tournai vers Étienne. C'est mon mari, c'est votre femme. Le moins que nous méritions, c'est la vérité. Dis-je, en face. Étienne resta immobile, les yeux rivés sur Sophie. Qu'est-ce que tu vas me dire? Que c'était une erreur ou que tu étais simplement en train de te retrouver? Parce que tu as clairement trouvé beaucoup dans les bras du mari d'une autre femme. Sophie sanglota. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. C'est parti d'une blague. Je me sentais perdue, pas appréciée à la maison. Laurent, il m'écoutait. Moi aussi j'écoutais. Dit Étienne, la voix tremblante. J'ai passé des week-ends entiers à réaménager ton bureau. Tu disais que tu voulais un espace qui t'inspire la créativité. J'y ai cru. Laurent se tourna vers moi, la voix tremblante. Claire, je sais que j'ai tout gâché. J'ai détruit la chose la plus précieuse de ma vie. Mais s'il te plaît, ne laisse pas ça être la fin. Je souris, pas gentiment. C'était le sourire de quelqu'un qui avait traversé une tempête et n'avait plus rien à perdre. Laurent, la fin n'a pas commencé ce soir. Elle a commencé à l'instant où tu as regardé Sophie de la manière dont tu me regardais autrefois. C'est à ce moment-là que tu as décidé que les vœux de mariage n'étaient que des mots, pas un engagement. Il baissa la tête. Sophie se détourna, les larmes coulant librement. Je sortis une clé d'hôtel de mon sac et la posai sur la table. Je vais passer la nuit à l'hôtel en face. Je l'ai déjà réservé. Rien de surprenant. Laurent, tu es le bienvenu chez toi si tu en as encore le culot. Je reviendrai lundi matin. Il vaudrait mieux que tu ne sois pas là d'ici là. Laurent paniqua. Claire, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ferai n'importe quoi pour arranger les choses. Tu ne peux pas réparer une maison dont les fondations sont pourries. Répondis-je. J'étais le genre de femme qui pardonnait toujours. Mais maintenant, j'ai appris que parfois, le pardon n'est qu'une trahison envers soi-même. Je me levai, ajustai ma robe, puis me tournai vers Étienne. Je suis vraiment désolée que vous ayez dû la prendre de cette manière. Il hocha la tête en silence. Merci de m'avoir montré la vérité. Ça fait mal, mais j'en avais besoin. Je regardai les deux autres une dernière fois. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Non pas parce que je vous pardonne, mais parce que chacun paye pour ses choix. Tôt ou tard. Je quittai la lumière sans regarder en arrière. Le bruit de mes talons résonnait sèchement sur le chemin de pierre, fendant l'air nocturne et immobile du quartier chic. Dans ma main se trouvait une petite pochette contenant la clé de la chambre 1203 de l'Hôtel Céleste. Une suite surplombant le centre-ville où les lumières ne s'éteignent jamais, même lorsque le cœur est déjà éteint. Lorsque la réception me salua avec un sourire professionnel et me tendit la carte clé, j'hochai la tête en silence. À l'intérieur de la chambre, je verrouillai la porte, retirai mes talons et marchai jusqu'à la grande fenêtre. Les lumières ambrées de la ville se reflétaient sur la vitre, projetant ma silhouette sur le parquet. Pour la première fois depuis des années, je me vis clairement, sans Laurent à mes côtés, sans aucune ombre cachant la solitude qui dormait en moi depuis si longtemps. Je m'assis au bord du lit, puis je pleurai. Pas les sanglots de cinéma, ni les larmes silencieuses non plus. C'était une vague de colère mêlée de douleur, brute, violente, incontrôlable. J'ai pleuré pour 10 septembre ans de jeunesse, pour les nuits passées à attendre devant la porte, pour les mensonges enveloppés de fleurs et de vin, pour toutes les fois où j'avais cru être aimée, alors qu'en vérité j'étais lentement remplacée par quelque chose de plus jeune, de plus neuf, de plus temporaire. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là. Je sais seulement que lorsque l'on frappa, j'étais encore en train d'étreindre un oreiller, les yeux brûlants. Je me levai et regardai par le Judas. C'était Étienne. J'ouvris légèrement la porte. Il portait un long manteau, les cheveux légèrement ébouriffés, l'épuisement gravé sur son visage. « Je suis désolé de vous déranger, » dit-il, la voix. Je ne savais pas où aller d'autre. J'ouvris la porte plus largement. Entrez. Nous nous assîmes dans 2 fauteuils près de la fenêtre. Dehors, les voitures continuaient de passer, comme si le monde ne s'était pas fendu en deux cette nuit.
Étienne resta silencieux un instant, puis soupira. Je ne comprends toujours pas comment vous saviez tout et avez réussi à rester assise pendant le dîner comme ça. J'eus un léger rire. Je ne suis pas restée immobile. J'ai attendu le bon moment. Certaines vérités, si vous laissez quelqu'un d'autre les dire, elles perdent de leur poids. Il hocha la tête. Merci de ne pas m'avoir laissé continuer à vivre dans le mensonge. Nous parlâmes comme deux étrangers partageant la même blessure. Il me raconta que Sophie était la première personne à avoir cru en ses créations audacieuses, et qu'il avait pensé que si quelqu'un le comprenait, c'était elle. Je lui racontai que Laurent était celui qui avait glissé l'alliance à mon doigt sous la pluie, promettant de ne jamais s'égarer. Nous avions tous les deux eu tort. Je crois que je vais demander le divorce. Dis-je, la voix creuse. Étienne me regarda, sans surprise. Je ne pense pas que je pourrais vivre avec quelqu'un qui peut si bien faire semblant, non plus. Je le regardai dans les yeux. Je ne suis plus en colère contre Laurent. Du moins, pas comme avant. La colère ne dure pas éternellement. Mais il y a une chose que je sais avec certitude, je ne me laisserai jamais rester dans une relation qui érode mon respect de moi-même jour après jour. Il resta silencieux, puis dit doucement, « Vous êtes plus forte que je ne le pensais. » Non, répondis-je. Je suis juste la dernière à vouloir regarder la vérité en face. Cette nuit-là, Étienne logea dans une chambre séparée du même hôtel. Avant de partir, il me regarda et dit « Si vous avez besoin d'un ami pour traverser cela, je suis là. » J'hochai la tête. « Merci, Étienne. Ce soir, je crois que vous m'avez comprise mieux que mon mari en plus d'une décennie. » Après son départ, je restai là, regardant sa silhouette disparaître dans le long couloir. À cet instant, je ne me sentais pas forte, mais plus légère, comme si, pour la première fois depuis des années, j'avais posé une valise pleine de pierres que je traînais depuis bien trop longtemps. Laurent pouvait supplier, promettre, écrire des centaines de mails d'excuses. Mais mon cœur s'était fermé à lui au moment où j'avais vu la façon dont il regardait Sophie, la façon dont il me regardait autrefois. Et je n'avais besoin de la permission de personne pour passer à autre chose. Je marcherais en avant seul, avec les mêmes pieds qui m'avaient porté à travers toutes les tempêtes. Le lendemain matin, je quittai l'hôtel Céleste alors que la ville était encore enveloppée de brouillard. Je retournai à la maison où Laurent et moi avions vécu pendant 10 septembre, non pas pour m'accrocher, mais pour vider ce qui restait d'un mariage qui avait silencieusement pris fin il y a longtemps. Laurent m'attendait déjà dans le salon. Il était assis sur le canapé, les cheveux en bataille, les yeux rouges, sa chemise froissée et à moitié boutonnée. Dès que j'entrai, il sursauta. « Claire, il faut qu'on parle », dit-il, sa voix brisée, comme s'il l'avait répété pendant des heures. Je posai mon sac sur la table, calme. « Parlons. Je sais que j'ai commis une erreur. Je sais que je t'ai trahi et il n'y a aucune excuse pour ça, mais nous pouvons surmonter ça. Je ferai n'importe quoi. Une thérapie. Je couperai tout contact avec Sophie. Je lui ai déjà dit. Elle a quitté la ville. Le couper. Laurent se figea. Quoi? J'ai entendu un de ses collègues. Sophie a démissionné et est repartie à Cannes ce matin. Apparemment, elle ne supportait pas que le bureau soit au courant. Il s'effondra sur le canapé, les mains dans les cheveux. Tu l'as dit à tout le monde. Pas par vengeance, mais parce que je refuse de vivre dans l'ombre. J'ai appelé ta mère, Marc et Jeanne, même tes amis de fac, ceux que tu as toujours essayé d'impressionner. Je leur ai dit exactement ce qui s'est passé, que tu m'as trompé pendant près d'un an, te cachant derrière de fausses réunions. Des emails de travail déguisés et des baisers échangés avec une autre femme pendant que je préparais le dîner, t'attendant à la maison. Laurent secoua la tête, la panique montant dans ses yeux. Tu as détruit ma réputation. Sais-tu ce que l'entreprise va penser? Ce que mes amis vont dire? Je ris amèrement. Tu te soucies plus de ta réputation que de ton mariage. Alors, laisse-moi te le rappeler, c'est toi qui l'as détruite, pas moi. J'ai juste cessé de protéger le masque que tu avais construit. Il s'approcha, essayant de prendre ma main. Claire, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Je reculai. Laurent, l'amour ne peut pas survivre dans l'ombre des mensonges. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas appelé quelqu'un d'autre chérie tout en me tenant dans tes bras la nuit. Il s'effondra par terre, les épaules tremblantes. Elle ne représentait rien.
C'était une erreur. Non, Laurent. C'était une série de choix délibérés. Tu avais la chance d'arrêter. Chaque fois que tu lui écrivais, que tu faisais une réservation, que tu sortais avec un mensonge sur les lèvres, mais tu ne l'as pas fait. Et maintenant, je ne le ferai pas non plus. Sa voix se brisa. Si tu pars, tu vas ruiner ma vie. Non. Dis-je, les yeux fixés sur les siens. Je vais sauver la mienne. La semaine suivante fut remplie des tentatives de Laurent pour me reconquérir, appels, SMS, fleurs au travail, même un email de 4 pages détaillant son voyage vers la clarté. Après ce dîner, je ne répondis pas. J'avais entendu suffisamment d'excuses dans ma vie, et maintenant je voulais le silence pour tout dire. J'engageai un avocat et demandai le divorce. 3 semaines plus tard, une amie proche aperçut Laurent et Sophie dans un café de banlieue. Ils n'avaient plus l'air radieux. 2 jours plus tard, je reçus son dernier message, j'ai essayé d'avancer avec elle, mais il ne reste plus rien. Elle ne me sourit plus et je ne te vois pas dans ses yeux. Je ne répondis pas. Quelques jours après cela, je vis qu'il avait désactivé ses comptes de réseaux sociaux et s'était temporairement retiré du conseil d'administration de son cabinet pour raisons personnelles. Un homme qui avait autrefois vécu pour les apparences se retrouvait maintenant face à lui-même, sans nulle part où se cacher. Le printemps arriva plus tôt que d'habitude cette année-là. Je le remarquai un samedi matin lorsque la lumière du soleil inonda les fenêtres de mon nouvel appartement, projetant des traînées chaudes sur le parquet sombre. Je préparais du café lorsque mon téléphone sonna. C'était Étienne. « Un café chez Tané ?» demanda-t-il simplement. Je regardai l'horloge. 9h12. C'est parfait. Donne-moi 15 minutes, répondis-je en souriant. Depuis cette nuit à la lumière, Étienne et moi, autrefois étrangers, maintenant survivants du même naufrage, étions restés en contact. D'abord, des messages quotidiens pour prendre de nos nouvelles, puis des rencontres régulières le week-end. Pas de pression, pas d'attente, juste 2 personnes qui avaient tout perdu et apprenaient lentement à naviguer à nouveau dans le monde. Ce matin-là, il m'attendait à notre table habituelle. Son carnet ouvert, 2 lattes déjà commandées. J'ai deviné juste, n'est-ce pas? Il sourit en me glissant l'un d'eux. Je commence à croire que vous êtes le seul à vous souvenir de ce que j'aime. Dis-je en prenant une gorgée. Laurent s'est trompé dans ma commande de café pendant 10 septembre. Nous rîmes tous les deux. Non pas le rire douloureux d'avant, mais quelque chose de plus léger, de plus calme. Comment allez-vous? Demandai-je. J'ai officiellement finalisé le divorce la semaine dernière, dit Étienne, hochant la tête comme pour se le confirmer à lui-même. Sophie n'a pas dit grand-chose. Elle a juste laissé une courte note. Je suis désolée de t'avoir fait perdre foi en l'amour. Je le regardai. Et vous l'avez perdu? Il réfléchit un instant, puis rencontra mes yeux. Non, car j'apprends à croire à nouveau, à partir de zéro. Mais cette fois, pas dans les promesses, dans les petites actions cohérentes. Sa réponse me laissa silencieuse. Nous n'avions pas besoin d'en dire plus. Dans ce silence, je savais que nous marchions sur le même chemin, même si nous n'avions pas encore nommé ce qui grandissait entre nous. Les mois suivants se déroulèrent dans une paix rare. Je repris mon enseignement, m'inscrivis à un cours de photographie le week-end et, pour la première fois, je vécus sans l'étiquette d'être l'épouse de quelqu'un. Étienne, en plus de diriger son cabinet, commença à intervenir lors de mes séminaires étudiants. Il n'en manqua aucun, et chaque fois qu'il se tenait devant, partageant sa passion pour le design et l'humanité, je me sentais à nouveau inspiré. Un jour, après une session, je l'invitai dans mon nouvel appartement, petit mais rempli de verdure et de lumière. Nous mangeâmes une pizza sur le balcon en regardant la ville scintiller. « Pensez-vous que nous sommes en train de changer ?» demandai-je, tirant une couverture en tricot sur mes genoux. « Non, » dit-il, se tournant vers moi. « Je pense que nous sommes en train de revenir à qui nous sommes vraiment. » Je restai silencieuse. Sa réponse toucha mon cœur d'une manière inattendue. Un soir de début d'été, marchant le long du Rhône après un concert en plein air, Étienne s'arrêta soudain et me regarda sérieusement. « Claire, je ne suis pas pressée. Je ne veux rien précipiter. Mais si un jour vous voulez essayer à nouveau, pas avec un autre mariage, mais juste une relation construite sur la confiance, l'honnêteté et sans secret, je suis prêt. » Je le regardai.
Ses yeux ne contenaient aucune pression, seulement de la patience et de la sincérité. Je souris. Je ne suis pas prête à aimer à nouveau à l'ancienne. Mais si c'est la manière dont vous l'avez décrite, à partir de l'amitié, du partage, sans se cacher, alors peut-être que j'ai déjà commencé sans même m'en rendre compte. Étienne ne dit rien. Il prit simplement ma main doucement, sans urgence. Cette main ne promettait rien de grandiose, mais elle me disait que si quelqu'un devait aider à écrire mon prochain chapitre, c'était l'homme qui se tenait devant moi. Et sous les lumières douces, avec une brise balayant l'eau, je savais que j'entrais dans quelque chose de calme, d'imparfait, mais de réel. Et cette fois, je n'aurais pas à sacrifier mon estime de soi pour conserver l'amour, car la personne à mes côtés avait elle aussi été brisée. Et maintenant, nous nous reconstruisions tous les deux à partir de ces mêmes morceaux. Un an après cette nuit fatidique à la lumière, je reçus une invitation à la fête de départ à la retraite du professeur Marc Giraud. Ma directrice de thèse et quelqu'un que je respectais profondément. L'événement se tenait à l'hôtel Bellecour, élégant et calme, tout comme elle. J'arrivai tôt, vêtue d'une robe marine simple mais élégante, portant les boucles d'oreilles en perles de ma mère. Dans ma main se trouvait un petit paquet cadeau, un livre rare qu'elle mentionnait souvent. Je ne m'attendais à rien de plus qu'une soirée tranquille de conversation, de rire et de retrouvailles avec d'anciens mentors. Mais au moment où j'entrai dans la salle de bal, j'aperçus une silhouette familière, Laurent. Il se tenait près de la table à vin, plus mince, avec quelques cheveux gris aux tempes, toujours soigné, mais sans l'arrogance et la confiance qu'il affichait autrefois si facilement. Lorsqu'il se retourna et me vit, nous semblâmes marquer une pause. Laurent s'approcha, un verre de vin à la main. « Claire, dit-il, sa voix plus rauque que dans mes souvenirs. Je ne pensais pas que tu viendrais. Je ne pensais pas te voir ici non plus. » Répondis-je, gardant un ton neutre. Il eut un faible sourire. Le professeur Giraud est la dernière personne à être encore en contact avec moi après tout ça. J'hochai la tête. C'est quelqu'un qui voit toujours le meilleur chez les gens. Laurent me regarda longuement, comme s'il cherchait les mots justes. Finalement, il soupira, les yeux baissés. « Je te dois des excuses. Une vraie. Non pas parce que tu as ce besoin de l'entendre, mais parce que j'ai besoin de le dire. » Je restai silencieuse. Après que tout ait explosé, j'ai perdu plus que ce à quoi je m'attendais. Continua-t-il. Pas seulement ma réputation ou mes relations d'affaires, mais mon propre respect de moi-même. J'ai essayé de m'accrocher à Sophie pendant un certain temps, mais ça s'est effondré plus vite que ce que j'ai détruit avec toi. Je le regardais. Aucune colère, aucune rancœur, juste le sentiment de parler à quelqu'un qui avait quitté ma vie depuis longtemps. J'espère que tu trouveras la paix, dis-je doucement. Il hocha lentement la tête. Et toi? Est-ce ce que tu vas bien? Oui, dis-je sans hésitation. Je reconstruis ma vie selon mes propres termes, et je ne suis pas seule. Juste à ce moment-là, Étienne entra dans la pièce. Il portait une chemise anthracite et un blazer discret. Quand il me vit, il sourit. Celui que j'appelais en plaisantant la lumière au bout du tunnel. Laurent suivit mon regard et hocha la tête lorsqu'il comprit. « C'est un homme bien. » dit Laurent. « Tu mérites un nouveau départ. » Je posai ma main sur mon cœur. Autrefois brisé, maintenant entier. « Merci. » dis-je sincèrement. « Et toi aussi. Commence juste à nouveau, seulement quand tu seras prêt à ne plus blesser personne d'autre. » Laurent recula comme pour me donner de l'espace pour avancer. Cette nuit-là, Étienne et moi étions assis côte à côte à la célébration. Nous avons discuté avec des amis, pris des photos et partagé une danse lente sous les lumières dorées. Pas de grandes déclarations, pas d'avenir scénarisé, juste la présence calme et honnête de deux personnes qui s'étaient autrefois effondrées et se reconstruisaient maintenant. Non pas à partir de zéro, mais à partir de fissures guéries par le temps et la confiance. En quittant la fête, je tins la main d'Étienne et levai les yeux vers le ciel étoilé. « Tu sais, » dis-je doucement. Il fut un temps où je pensais que la trahison était la fin. Étienne me serra doucement la main. « Et maintenant, je pense que ce n'était qu'une pause, un arrêt, pour que tu puisses te tourner vers un meilleur chemin. » Et nous avons continué à marcher sans regarder en arrière. Parce que le passé était clos avec le pardon, le présent était peint par la confiance. Et l'avenir se dévoilait tranquillement dans chaque main douce que je tenais cette nuit-là, un an après la tempête.
Je n'étais plus la femme qui avait tout abandonné pour un mari qui l'avait trahi. Maintenant, je suis claire, forte, stable et libre. Je n'ai pas seulement survécu à la douleur. J'ai trouvé un nouveau commencement construit sur l'honnêteté et le respect. La trahison m'a brisée, mais elle m'a aussi menée à une vie meilleure. J'ai appris à placer mon estime de soi au-dessus de l'amour aveugle, et au final, je me suis choisie sans aucun regret. Que pensez-vous du choix de Claire? Était-elle trop forte, ou était-ce exactement ce qu'une femme doit faire pour protéger sa dignité? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires familiales poignantes.